Tiens, vu qu'on parle de Boston, transition parfaite, merci Azad. Ah non, c'est moi qui l'ai faite. Milwaukee-Boston, tu voulais parler de Milwaukee-Boston, ce match-là qui s'est fait donc malheureusement sans Giannis Antetokounmpo, hein, comme quoi ce n'est pas un échec, mais le load management n'est pas un échec non plus. Mais c'est un peu dommage, mais en tout cas pas de Giannis, mais des Bucks, pardon, j'allais dire des Knicks, des Bucks qui étaient pourtant très plaisants. Ouais, des Bucks très plaisants et franchement très impressionnant offensivement sur 3 quarts-temps quand même. Genre Middleton, Ouais. il revient bien. Damian Lillard a retrouvé son basket. Donc franchement c'est une belle équipe et en fait tu comprends pourquoi le meilleur line-up de NBA avec plus de 1000 minutes, c'est le starting line-up des Bucks parce que l'attaque est vraiment impressionnante. Après ils ont beaucoup de shoot-making. Là ils jouaient sans Lillard, mais sans Giannis, mais du coup ils peuvent vraiment se permettre beaucoup de schémas offensifs différents et ils arrivent à avoir une certaine pression au cercle même sans Giannis, alors que ils ont quand même des très mauvais drivers. En fait, à part comment il s'appelle, à part Lillard, il y a quand même peu de mecs qui arrivent à aller au cercle, mais lui, il y arrive. Après, c'est un match qui s'est quand même beaucoup joué sur le mi-distance. Quand on regarde la fréquence des shoots par zone, ils ont vraiment, on dirait, un copier-coller un petit peu les deux équipes. Ils ont exactement les mêmes pourcentages de tirs tentés à 3 points, dans les corners, pas dans les corners, à mi-distance. Ouais. Et du coup, c'est un match qui s'est beaucoup joué sur le shoot-making, comme souvent quand tu regardes des matchs de Boston. Boston, ils ont pris 11 tirs au cercle. Donc voilà, encore une fois, merci les gars. Bon, par contre, ils ont réussi à provoquer 7 fautes, donc ça c'est plutôt positif au niveau du cercle. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant sur le match, pour pas aller trop en longueur non plus, c'est le 4e quart-temps. En fait, 4e quart-temps, il y a un vrai changement tactique et une adaptation tactique de Doc Rivers, donc c'est à souligner, vu qu'on lui tape tout le temps sur la tronche qu'il s'adapte pas et qu'il crie juste pendant les temps morts. Dernier quart-temps, il a fait jouer que 20 secondes à Brook Lopez. Et le 5 a joué le dernier quart-temps, c'est surtout un 5 avec Lillard, Middleton, Beasley, Bobby Portis et Pat Connaughton ou Danilo Gallinari ou Joe Crowder, mais voilà. Pas de Brook Lopez qui joue que 20 secondes, je crois, le dernier carton. Alors, c'est toujours pas Joe Crowder, hein, c'est toujours Jay Crowder, même si à chaque émission, tu dis Joe Crowder. En plus, il a joué chez toi, comment c'est possible? Mais tu sais bien que moi, les prononciations, c'est quand même pas mon fort. Hein. Et du coup, quatrième carton, quatrième carton, qu'est-ce qu'a pas bien pu inventer les Bucks pour embêter Boston? La défense de zone. Comme par hasard, dis donc. On l'avait pas vu venir. Hein. Et du coup, une bonne défense de zone, pas parfaite, mais du coup, avec Portis un petit peu au centre de la zone, Connaughton et ou Beverley sur les lignes avant. Et là, au début du quart-temps, c'était Middleton et Connaughton sur la ligne arrière, du coup, avec Portis. Et en fait, déjà au début de quart-temps, Boston jouait avec Luke Cornett. Du coup, concrètement, ils attaquent à 4 contre 5. Et déjà que 5 contre 5, Boston face à une zone, c'est compliqué. À 4 contre 5, du coup, t'as toujours 2 joueurs sur Tatum et qui coupent les lignes de passe et qui forcent un peu le pull-up. Donc franchement, ça a été compliqué au début. Ensuite, t'as un spacing franchement digne des années 2012 avec Cornet au dunker spot et Tillman au mi-distance parce que du coup, il a pas vraiment de shoot, donc il y a aucun espace pour attaquer. Donc ensuite, Joe Mazzulla, il s'est adapté, il a fait re-rentrer Jaylen Brown, il fait rentrer Porzingis pour attaquer la zone de manière un peu différente. Plus on en avait parlé, Porzingis pour attaquer une zone, ça peut être bien parce que tu peux l'utiliser sur du post-up, tu peux l'utiliser vraiment au centre de la zone sur du mi-distance. Mais en fait, là, il a été utilisé pour faire le connecteur entre le ballon puis le 3 points. Donc en fait, Boston s'est beaucoup résilié à faire du jump shot, ce qui est pas bon. En tout cas, quand ça rentre pas, du coup, ça ne marche pas. Et des lignes de drive vraiment toutes bouchées. Ils ont réussi à s'ajuster un peu Boston quand même pour réussir à s'offrir des lignes de drive, mais ils ont eu beaucoup de mal. Et de l'autre côté, les Bucks ont été bons offensivement en plus d'être bons défensivement sur cette fin de match, notamment en attaquant un petit peu Porzingis. Et en fait, Porzingis face à du 5-out, il est un peu compliqué parce que si t'as que des joueurs avec du shoot making sur le terrain,
et ben il est un peu moins dans ce rôle de roamer et du coup ça a beaucoup plus ouvert le cercle pour les Bucks et aussi il peut être mis du coup directement sur des actions un peu de high pick and roll et comme Boston veut absolument pas switcher avec Porzingis, ça génère ensuite du 4 contre 3 sur le reste du terrain et Boston s'est fait très peur et a failli perdre le match comme ça avec un moins 15 de net rating sur le dernier quart-temps et seulement 21 points marqués. C'est ce que j'avais un peu aussi noté en début de match. J'ai pas pu voir toute l'intégralité du match, mais c'est qu'au début, l'utilité de Jay Crowder, justement, parce que Boston, j'ai noté, ne voulait pas Porzingis sur Lopez, Brook Lopez, parce que il va y avoir le fameux pick and roll Lillard-Lopez qui est très utilisé, peut-être même plus qu'on voudrait actuellement cette saison, mais c'est un classique. Et donc, Porzingis n'était pas sur Brook Lopez, mais l'utilité de Jay Crowder, c'était de venir quand même poser des écrans, même si c'est plutôt un peu poste 3, 3-4 comme en termes de morphotype, mais qui était totalement utilisé en tant que poseur d'écran, plus roll, plus passe derrière, etc. Et ce qui fait qu'en effet, on avait un peu Boston qui était mis dans la panade comme ça. Il y a eu aussi une action où du coup on joue un peu avec les match-up et du coup on fait un pick and roll Middleton plus Jay Crowder pour ne pas avoir Al Horford ou de genre de petits match-up comme ça, des petites guerres pour cibler Porzingis. Et c'est vrai que finalement ça va être un peu le challenge avec Porzingis, comme ça avait été le cas avec Robert Williams sans doute il y a 2 ans, qui est que c'est très bien de l'avoir sur le terrain et notamment défensivement pour le rôle de roamer, mais ce que vont essayer de faire les équipes adverses, c'est de venir le chercher et l'impliquer sur le ballon, sur le pick and roll en playoff, je pense notamment, là où Boston va vouloir plutôt au contraire essayer de le garder non impliqué sur l'action. Ouais, c'est bien le problème de Porzingis et en plus je trouve que il apporte en fait aussi un peu des limites parfois en attaque et disons que je trouve que les solutions qu'il propose en attaque que tout le monde semble trouver révolutionnaires face à la zone, elles sont quand même liées à beaucoup de variances comme les solutions qu'il apporte face au drop qui est le pick and pop, mais en réalité le pick and pop sur 37% de réussite en catch and shoot, tu peux laisser un mec shooter en fait aussi. Et du coup, c'est vrai que souvent, quand j'ai des conversations avec les gens, on me dit oui, Porzingis, il change la donne complètement en défense et en attaque. Oui, mais ça en fait pas un truc infaillible du tout, parce qu'en fait, ça reste des schémas un peu genre préconçus et qui peuvent dérailler face à certaines match-ups, certaines équipes, et un 5-out avec des petits, ou en tout cas, si tu mets Porzingis dans des actions dans lesquelles Boston veut pas le mettre. On a eu des bons exemples aussi avec Denver. Denver, le match contre Denver, il refuse les switches sur Porzingis. Boston, et du coup ça crée des décalages, et quand tu concèdes des décalages sur Porzingis, ça veut dire que t'as pas de protecteur de cercle et ça offre des opportunités rentables. Donc voilà, Boston n'est pas parfait. Ouais. Encore un match où Boston shoot à 50% à 3 points. En prenant beaucoup de 3 points, ça gagne. Ok. Je suis pas inquiet, mais je... Je suis mais quand même. Disons, est-ce que ça va tomber comme ça en playoff ? Ça va être la clé en fait. Ça va être la clé. Je ne sais pas. Mais bon, voilà pour ce Milwaukee Boston en effet. Bon, tu me diras, ils sont à 40% sur la saison, Boston. Mais bon, je sais pas. Playoff, je sais pas. Ouais. On verra bien. Toujours un peu le problème. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.